Bonjour à tous. Je remercie toute l'équipe de la Ligue de lutte contre le diabète, professeur Belkhadir, ainsi que tous les organisateurs pour l'organisation de ce colloque fort intéressant et de m'avoir convié à y participer. On m'a demandé de vous rapporter les Must of ADA 2023 qui s'est déroulé du 23 au 26 juin 2023 à San Diego. Alors, euh, les points forts de l'ADA, j'ai essayé de les rapporter en 3 points. D'abord, bien, on va commencer par le dernier consensus, ainsi que les petites modifications qui ont été réalisées cette année. Nous allons parler aussi des doubles agonistes GLP-1-GIP ainsi que des triples agonistes GLP-1-GIP-glucagon, que ce soit dans le diabète de type 2, dans l'obésité et ce qui nous attend pour demain. Et enfin, les dernières avancées dans le diabète de type 1. Tout d'abord, pour le dernier consensus, en fait, depuis 2015, nous avons réconforté, toutes les études ont réconforté les idées qu'on avait déjà sur la prise en charge des patients diabétiques de type 2, puisqu'un focus a été fait chez les patients à haut risque cardiovasculaire, mais pas seulement. En effet, dans la première ligne thérapeutique, le dogme est en train de changer, puisque la metformine n'est plus utilisée pour tous les patients, mais cette première ligne thérapeutique va dépendre du profil patient. En effet, en fonction de l'objectif d'hémoglobine glyquée, mais aussi du risque cardio-rénal, des comorbidités, des facteurs spécifiques aux patients, la première prescription va être personnalisée et individualisée en fonction de ces objectifs. Par ailleurs, beaucoup d'études et surtout des débats sur la place des bithérapies précoces dans la prise en charge du patient diabétique de type 2, notamment quand l'hémoglobine glyquée va dépasser de 1,5 l'objectif. Ensuite, sur le plan cardiovasculaire, en effet, le paradigme est en train de changer puisque nous sommes passés d'une approche glucocentrique à une approche plutôt multicentrique, cardio et néphrocentrique en dehors de l'hémoglobine glyquée. Les gagnants sont bien sûr les inhibiteurs du SGLT2 et les analogues du GLP-1 avec un focus sur le risque cardiovasculaire qu'on doit prendre en charge avant la prescription de toute thérapeutique chez nos patients diabétiques de type 2. Mais quand ces facteurs de risque cardiovasculaire ne sont pas en priorité, il faut considérer beaucoup de paramètres, notamment l'efficacité des nouveaux antidiabétiques oraux dans la prise en charge du diabète. En fonction de leur efficacité, il faut utiliser plutôt les molécules à haute efficacité comme le sémaglutide, le dulaglutide, le tirzépatide ou l'insuline, mais beaucoup de focus cette année sur le paramètre métabolique pondéral qu'il faut prendre en considération chez les patients. Donc, cette approche du consensus est plutôt holistique, empathique, centrée sur le patient, avec un rôle clé de l'éducation thérapeutique, l'accompagnement et le soutien, et lutter contre l'inertie thérapeutique, par exemple, par l'initiation des bithérapies précoces assez précocement dans la prise en charge de nos patients. Et enfin, la prévention des complications et l'amélioration de la qualité de vie va être en première priorité, en plus du contrôle glycémique, du contrôle pondéral et des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, est-ce qu'on suit ces recommandations? Beaucoup de débats cette année sur le suivi des recommandations. Alors, l'étude avait été déjà publiée l'année dernière à l'ADA en montrant que malheureusement, chez les patients qui ont une indication, qui sont à haut risque cardiovasculaire ou en prévention secondaire, malheureusement, seulement 16,5% étaient sous des nouvelles thérapeutiques comme les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs du SGLT2, alors que dans les MERS, les bêta-bloquants, les IEC dans l'insuffisance cardiaque ou les statines dans la maladie athérosclérose ont déjà fait leur preuve. Alors, en deuxième lieu, nous avons les doubles agonistes GLP-1-GIP et les triples agonistes GLP-1-GIP-glucagon. Et deux grandes études ont été publiées cette année. Alors, vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, dans les médias, qu'on a énormément parlé cette année qui est passée sur la prise en charge de l'obésité, mais surtout, malheureusement, beaucoup de ces médicaments ont été pointés par les médias, puisque beaucoup de stars se sont donnés à ces molécules. Alors, dans la prise en charge de l'obésité et dans le diabète, les incrétines ont vu un essor très important puisque depuis les années 2016, nous avons beaucoup d'études
qui ont été publiées dans ce sens. Alors, deux grandes études présentées cette année que je vais essayer de vous résumer, l'étude Pionnière Plus et l'étude Oasis 1. Alors, l'étude Pionnière Plus a démontré l'efficacité et la safety du sémaglutide 25 mg et 50 mg comparé à 14 mg chez les adultes diabétiques de type 2 dans un essai multicentrique randomisé de phase 3B. Vous savez qu'aujourd'hui, la FDA a approuvé seulement la dose de 14 mg dans le traitement du diabète de type 2 et que les doses de 25 et 50 sont justement en essai. Alors, dans cette étude qui vient d'être publiée le 25 juin 2023 dans le Lancet, en 3 bras sur à peu près 1600 patients, nous avons randomisé le bras 14 mg, 25 et 50 mg chez les patients diabétiques de type 2 mal contrôlés. Le critère de jugement principal était l'évaluation de la baisse de l'hémoglobine glyquée à 52 semaines et qui a été montré dans le bras 50 mg à 2%, 25 mg à 1,8 et à 14 mg à 1,5%. Concernant la baisse pondérale, elle était évaluée entre 4 et 8 kg, avec bien sûr la perte la plus importante dans le bras sémaglutide 50 mg. La conclusion de cette étude Pionnière Plus, c'était que le sémaglutide oral 25 et 50 mg était supérieur à la dose de 14 mg dans la réduction de l'hémoglobine glyquée chez les patients adultes diabétiques de type 2, en surpoids ou obèses, mal contrôlés, et avec bien sûr des résultats qui étaient très safe en termes d'effets indésirables, qui étaient bien sûr supérieurs dans le bras 50 mg, mais sans des effets très néfastes. Alors, l'étude Oasis a évalué l'efficacité et la safety du GLP-1 oral sémaglutide 50 mg une fois par jour versus placebo dans le traitement du surpoids avec un IMC supérieur à 27 avec comorbidité ou obésité, IMC supérieur à 30 chez les adultes non diabétiques. Cet essai a été randomisé en 2 bras, le sémaglutide 50 mg, 334 patients, et le bras placebo, 333 patients. Le critère de jugement principal, c'était l'évaluation de la perte pondérale à 68 semaines, qui a montré une perte à 15,1% dans le bras sémaglutide versus placebo à 2,4%. La conclusion de cette étude, publiée également dans le Lancet, c'est que chez les adultes en surpoids ou obèses non diabétiques, la dose orale journalière du sémaglutide 50 mg montrait une supériorité dans la perte pondérale par rapport au placebo. Alors, le sémaglutide oral avait montré effectivement dans cette étude une diminution du food intake, de la valeur énergétique des repas par rapport au placebo et avec le nombre du repas, mais surtout l'amélioration des envies, notamment les envies de sucre et les envies de gras chez les patients sous sémaglutide oral versus placebo. Alors, concernant les doubles agonistes, le tirzépatide avait déjà montré l'année dernière son efficacité, donc le tirzépatide, ce double agoniste GLP-1 et GIP, qui par rapport au GLP-1 avait une plus grande synergie par rapport à la perte pondérale, mais aussi par rapport au tous les paramètres métaboliques et sur l'insulinosécrétion, la glucorégulation. Alors, l'essai qui avait été présenté l'année dernière, c'était tout l'essai Surpass 1, 2, 3, 4 et 5, qui avait montré une efficacité du tirzépatide chez les patients diabétiques de type 2 avec une hémoglobine glyquée supérieure à 8,5 et qui ont démontré justement une baisse de l'hémoglobine glyquée de l'ordre de 2,5%. Dans les essais Surpass 1 et Surpass 2, chez ces patients qui avaient un BMI supérieur à 27 ou même inférieur à 27, la perte pondérale était considérable de l'ordre de 12 kg. Alors, le tirzépatide avait démontré une baisse du food intake, mais en comparaison au sémaglutide injectable une fois par semaine, le tirzépatide avait démontré une plus grande baisse de l'hémoglobine glyquée, mais aussi une plus grande baisse, une amélioration des paramètres métaboliques, notamment du poids. Alors, dans l'obésité, dans le New England Journal of Medicine, avait été présentée l'étude tirzépatide dans l'obésité chez les patients non diabétiques, qui avait montré une amélioration de l'IMC, du poids, dans les bras 5 mg, 10 mg et 15 mg par rapport au placebo, mais surtout dans le bras 15 mg, une baisse de l'ordre de 20% par rapport
aux patients en base. Alors, cette année a été présentée et publiée dans le Lancet l'étude Surmonte-2, qui est un essai en double aveugle randomisé multicentrique contre placebo de phase 3 qui montrait l'efficacité du tirzépatide dans l'obésité chez les patients obèses et diabétiques de type 2. Randomisé en 3 bras, tirzépatide 10 mg, 15 mg et placebo, avec une hémoglobine glyquée moyenne de l'ordre de 8% et un poids moyen de l'ordre de 100 kg. Le critère de jugement principal était l'évaluation de la baisse de l'hémoglobine glyquée, qui a été démontrée dans le bras tirzépatide de manière plus importante que le bras 15 mg par rapport à 10 mg, 3,3% de baisse versus 2,6% dans le bras 10 mg et 0,5% dans le bras placebo. La baisse pondérale évaluée à 72 semaines était plus importante dans le bras 15 mg, de l'ordre de 14,7% chez ces patients obèses diabétiques de type 2. La conclusion de l'étude et de cet essai fort intéressant était qu'à 72 semaines, chez les patients diabétiques de type 2 obèses, la dose du tirzépatide à 10 mg ou 15 mg une fois par semaine montrait une réduction du surpoids avec un profil très safe par rapport aux autres incrétinaux mimétiques. Alors, concernant les nouveaux analogues du GLP-1 par voie orale, des essais avaient déjà commencé dans les 3 années qui précédaient concernant les agonistes non peptidiques du GLP-1 par voie orale, notamment le danuglipron, mais on n'a pas encore des résultats très probants. Par contre, cette année a été publié un essai fort intéressant sur le triple agoniste GLP-1, GIP et glucagon. Et ça y est, nous avons le nom, c'est le rétatutride. Le rétatutride est le premier agent antidiabétique qui pourrait agir directement sur le foie stéatosique. Et donc, nous allons gagner, en plus des paramètres métaboliques, notamment le diabète de type 2 et l'obésité, mais cette fois-ci, l'ANAFOLD ou la NASH. Alors, dans cet essai de phase 2B, les résultats étaient très prometteurs. Donc, ce triple agoniste, comme vous le voyez, GLP-1, GIP et glucagon, avait une action directe sur la cellule hépatique. Alors, comme vous le savez, dans la cellule hépatique, l'hépatocyte est dépourvu complètement des récepteurs du GLP-1 et des récepteurs du GIP. C'est pour cela que toutes les études jusqu'à présent ne montraient pas d'effet direct des analogues du GLP-1 ou même des doubles agonistes GLP-1-GIP sur la NASH. Alors, pour le glucagon, cela est différent puisqu'il existe un récepteur du glucagon directement sur la cellule hépatique et en activant ce triple agoniste, nous allons améliorer ces patients avec une perte pondérale de 20%, mais directement par le biais de la diminution du stress oxydatif, de l'augmentation de l'oxydation des acides gras, de l'amélioration de la fonction mitochondriale hépatique et avec un effet antifibrotique, une amélioration du profil des acides biliaires, des résultats très prometteurs dans la NASH et la NAFLD. Enfin, je vais terminer par les dernières avancées dans le diabète de type 1. Dans le 26 juin 2023 a été présenté dans un symposium très intéressant beaucoup de technologies, d'avancées, de nouvelles thérapeutiques dans le diabète de type 1. Alors, sur cette étude dans Cell Métabolisme déjà présentée en 2020, nous avons montré qu'il y avait beaucoup de molécules, notamment d'anticorps monoclonaux, qui allaient pouvoir peut-être agir dans la progression du diabète de type 1. Alors, dans les thérapies immunes et dans les immunomodulateurs, beaucoup d'essais ont été réalisés sur le teplizumab, mais aussi sur le rituximab, les anticorps monoclonaux. Et dans cette étude ici, dans Cell Métabolisme, on a montré beaucoup de cibles, en effet, mais celle que je vais vous présenter, c'est le teplizumab, qui est un anti-CD3 qui va interagir sur la présentation des cellules antigéniques aux cellules immunorégulatrices. En effet, dans cette étude publiée dans le New England Journal of Medicine cette année, l'anti-CD3, le teplizumab, avait un rôle intéressant dans la diminution de l'arrivée du diabète de type 1 et le risque du diabète de type 1, avec ici, vous voyez le teplizumab versus placebo, une diminution de l'arrivée des proportions de patients diabétiques de type 1
Tout cela en immunomodulant et en diminuant les lymphocytes régulatrices. Donc, Alada, cette année, dans ce symposium présenté par Dr Chalev, elle avait expliqué que peut-être ce teplizumab aurait un rôle dans le retard de l'arrivée du diabète de type 1, surtout dans le niveau du stage 3 du diabète de type 1, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas diminuer le nombre d'anticorps, mais il allait interagir et agir sur la destruction, sur la phase cytotoxique des cellules immunes sur les cellules bêta. Alors, autre molécule qui était intéressante présentée, que j'ai trouvée assez surprenante, c'est le verapamil. Alors, le verapamil, c'est antihypertenseur connu, c'est inhibiteur bêta-bloqueur des canaux calciques, avait un rôle dans la fonction cellulaire bêta chez les patients adultes diabétiques de type 1, avec cette étude très intéressante publiée dans New England Journal of Medicine qui montrait la diminution des taux des patients diabétiques de type 1 sous verapamil versus placebo, l'amélioration de l'hémoglobine glyquée, mais surtout l'amélioration du peptide C par rapport au placebo. Une autre étude sur l'effet du verapamil sur la cellule bêta pancréatique sur à peu près 88 patients randomisés, dans cette étude a été démontré un effet direct du verapamil sur le peptide C des patients utilisant le verapamil. Par ailleurs, des avancées également sur l'insuline orale. Alors déjà publié l'année dernière des phases 2B qui sont encore attendues pour cette année. On n'a pas encore les dernières études qui devaient être présentées de phase 3 sur l'insuline orale, mais surtout ce pancréas bionique en fait, des insulines très intelligentes qui vont être sensibles au glucose et qui vont en peut-être injectant ces insulines avoir une absorption et une distribution qui va être glucodépendante comme des petites pompes intégrées et qui vont interagir en sensorant le glucose pour avoir des taux d'insuline qui vont être adaptés aux glycémies des patients. Voilà, donc ces progrès sont fort intéressants et les news de cette année ont été très encourageants par rapport aux avancées, que ce soit dans le diabète de type 1 ou dans le diabète de type 2. Je vous remercie pour votre attention et je suis là pour les questions.